prouver un peu la résilience de l'Afrique. Mais il faut bien prouver ça avec des chiffres. Le deuxième sous-point au niveau des résultats va concerner la disparité interne du taux de mortalité en Afrique. Parce qu'il y a une disparité, c'est vrai. La résilience de l'Afrique est prouvée, mais il y a une certaine disparité. Si on prend par exemple la région ouest africaine, la région du nord, la région du sud, ce n'est pas les mêmes constats. Et la troisième sous-partie des résultats va porter sur les sources probables de la résilience de l'Afrique. Et en 5, je vais un peu tester les recherches antérieures, qu'est-ce que les gens ont dit à propos de la COVID-19 par rapport à notre sujet. Et ensuite, je vais tirer des leçons. Donc, le premier point, rappel du contexte de l'étude. La COVID-19 a fortement agité le monde entier sur la période 2019 à 2021 en tant que pandémie redoutée. À la date du 26 août 2022, les États-Unis d'Amérique s'avéraient le pays le plus touché avec 15,17 avec 15,17% des 6 459 684 personnes décédées à travers le monde. 26 août 2022. Et maintenant, on remarque que les 6 premiers pays les plus touchés ne sont pas en Afrique. Il s'agit des États-Unis d'Amérique, USA, du Brésil, de l'Inde, du Pérou, du Royaume-Uni et de l'Italie. La somme des personnes décédées dans ces pays touchait les 43,67% des décès. Et quand nous prenons l'Afrique, on a constaté que la région a été la moins touchée, alors que cela se révèle la région la moins dotée en infrastructures et équipements sanitaires. C'est-à-dire, on doit dire les mesures prises, les dispositions prises, on ne peut pas dire que l'Afrique avait les moyens suffisants, comme ces pays-là qui ont été fortement affectés. Donc, l'Afrique a connu une résilience remarquable, un très faible taux de décès. Ça ne bouge pas là. OK. Maintenant, quelle est la question et l'objectif de recherche? La question est la suivante. La question est la suivante. Qu'est-ce qui a été à la base de cette résilience inattendue de l'Afrique noire, bien sûr. On verra par la suite que c'est surtout l'Afrique noire qui a été plus résiliente, globalement l'Afrique, mais plus particulièrement l'Afrique noire. L'objectif de cette étude est de tenter une explication à partir des statistiques et des informations disponibles au fait de faire des suggestions sur la conduite à tenir pour prévenir de telles situations catastrophiques dans le futur. C'est un peu pour se préparer par rapport à d'autres événements qui pourraient arriver, soit liés à la COVID-19, bien aux maladies pareilles, ou bien à d'autres situations. Quelle a été la méthodologie utilisée? Les données statistiques ont été collectées. Bon, il y a les références, bien sûr, des documents de renom, des sources de renom au niveau de l'Internet. Donc, nous avons collecté des informations sur la population, sur le nombre de décès dus au paludisme en 2019, c'est ça qui était disponible, et le nombre de décès dus à la COVID-19 à août 2022, donc jusqu'en août 2022, c'est-à-dire très récemment. Cela a permis de calculer, par exemple, le taux de décès dû à la COVID-19 et le taux de décès dû au paludisme. Un peu pour faire une comparaison. Maintenant, le test de corrélation entre le nombre de décès dus au paludisme et le nombre de décès dus à la COVID-19 a été réalisé au moyen du coefficient de corrélation Rho de Spearman pour apprécier la tendance comparée de la répartition des deux types de décès à travers le monde. Décès dus au paludisme et décès dus à la COVID-19. Les données ont été en plus collectées sur les parasites
et les vecteurs du paludisme, et aussi leur répartition géographique à travers le monde. Un peu pour voir comment est-ce que les parasites qui engendrent, qui causent le paludisme, par exemple, sont répartis à travers le monde. Il s'agit respectivement des parasites du genre Plasmodium, de façon générale, les Plasmodium qui sont les parasites qui causent le paludisme, et les vecteurs sont des insectes du genre Anopheles, Anopheles, par exemple. C'est le nom scientifique, c'est le genre qui est Anopheles. Quels sont les résultats obtenus? Nous allons parler d'abord de la preuve de la résilience de l'Afrique à la COVID-19. La virulence du coronavirus a été nettement très forte dans les pays d'Europe et d'Amérique et quasiment nulle dans les pays d'Afrique de l'Ouest. On va voir une figure. Bon, je donne d'abord les chiffres. Le taux de mortalité dû à la COVID-19, le plus élevé dans le monde, s'est produit avec 3,21 pour 1000, suivi des USA, 3,12 pour 1000, de l'Italie et du Royaume-Uni. Quand je parle de taux de mortalité, c'est le nombre de décès sur la population du pays. J'ai rapporté ça à la population pour voir en termes de taux. Maintenant, le taux de mortalité le plus élevé en Afrique a été observé au Cap-Vert avec 0,74 pour 1000, suivi de la Gambie, du Sénégal, de la Guinée et de la Guinée-Bissau. Vous voyez que le plus élevé en Afrique, c'est 0,74 par rapport à 3,21 dans les autres pays. Ça fait plusieurs fois de taux. Donc, le taux de mortalité moyen en Afrique de l'Ouest, si je calcule en Afrique de l'Ouest, avec les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, je trouve que ça donne 0,094 pour 1000, soit moins de 1%, alors que de l'autre côté, c'est 3,21 pour 1000. J'allais dire moins de 1 pour 1000, soit moins de 1 pour 1000. J'attends un peu, il y a... Je ne savais pas, voilà, OK. OK. Le taux de mortalité moyen en Afrique de l'Ouest a été de 0,014 pour 1000, soit moins de 1 pour 1000, ce n'est pas 1%. Vous pouvez continuer, professeur. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des difficultés, on peut vous aider. Oui, vous avez l'écran ne s'affiche pas, mon écran ne s'affiche pas, ou bien comment ça se passe là? Et je ne mets pas la main pour mettre ça en chose, en diaporama. Partagez
En partageant l'écran, ne partagez pas le fichier PDF. Oui, mais Partagez directement l'écran. voilà, c'est ça que j'ai fait. Partagez directement l'écran. Ne partagez pas le fichier. OK, d'accord, d'accord. Quand vous cliquez partager, vous allez voir Maintenant, écran, tableau blanc, et puis vous allez voir tous vos fichiers qui sont ouverts. oui, Partagez voilà, l'écran c'est ça. et comme ça, ça peut venir directement. OK, d'accord. Et maintenant, comment on appelle ça? Mon écran qui est, mon écran, ma connexion, mon Zoom là, que je ne vois pas. Ça, même pratiquement sortant de la réunion, des comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je me reconnecte, bien comment je fais? Non, non, vous êtes connecté, c'est pourquoi on vous entend. Si vous n'étiez pas Ah, connecté, on n'allait pas pouvoir vous entendre. OK, d'accord, OK. Donc, j'attends alors que ça s'affiche. Regardez dans au bas de l'écran de l'ordinateur s'il n'y a pas des... Le zoom Voilà, n'est pas réduit quelque part là. voilà ce que je vois. Voilà, réunion. Qu'est-ce que je fais maintenant? Voyons pas la même chose que... Qu'est-ce qui se passe? Voici le Zoom. Est-ce que c'est ça la réunion? Non? C'est une autre réunion qui est. Oui, c'est ça. C'est bon? C'est bon? OK. Oui. Vous voyez ça? Vous voyez l'écran? Pas encore. Ah, c'est ça. Alors que c'est faible dans les pays, dans les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, sauf un peu au Cap-Vert où ça a été relativement un peu plus élevé. Maintenant, en termes de disparité interne du taux de mortalité en Afrique de l'Ouest, on va expliquer un peu parce que vous voyez que c'est un peu élevé au Cap-Vert par rapport aux autres pays. Donc, on voit que le plus faible taux de mortalité en Afrique de l'Ouest a été observé au Niger, au Bénin, par exemple, qui se retrouve à 0,013 pour 1000, pendant qu'on observe une montée remarquable au Cap-Vert, 0,74 pour 1000. J'ai tenté aussi une explication à ça. Donc, quand on fait au niveau des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, voilà ce que ça donne. Le Cap-Vert en tête avec la Gambie et le Sénégal qui suivent. Maintenant, le cas particulier du Cap-Vert, nous sommes allés chercher ça un peu pour comprendre pourquoi est-ce que c'est si élevé là par rapport aux 15 autres pays. Et je me rends compte que le Cap-Vert est probablement lié, ce cas-là est probablement lié à la situation de ce que c'est un pays archipel, c'est-à-dire un ensemble d'îles, et aux caractéristiques de son peuple, qui est majoritairement constitué de métis issus de mélange d'Africains et d'Européens. Ça, c'est dit dans le document. Donc, si on rapproche ça à ce que je disais par rapport à l'Afrique noire, on voit un peu quelle différence on peut avoir à ce niveau. Et cette assertion est d'autant plus probable que le taux de mortalité dû à la COVID-19 est aussi relativement élevé dans les régions d'Afrique où résident les peuples non mélano-africains, c'est-à-dire les peuples pas noirs. Et je suis allé voir encore au niveau des autres régions où en Afrique, on a des Africains, mais qui ne sont pas des mélano-africains, c'est-à-dire des Noirs. Et puis, j'ai fait un calcul avec l'Afrique du Sud. Je constate que c'est en Afrique du Sud que le taux de mortalité a été plus élevé, 1,723 pour 1000, suivi de l'Afrique du Nord, qui est de 0,414 pour 1000, et en Afrique de l'Ouest, de façon globale, en Afrique de l'Ouest, ça va être 0,94 pour 1000. Donc, l'Afrique de l'Ouest, en Afrique, a été la région la moins touchée, si on doit comparer par rapport à ces régions-là. Maintenant, quelles sont les sources probables maintenant de cette résilience? Nous avons expliqué la disparité. Maintenant, les sources probables de la résilience, c'est quoi? Et je constate que les pays qui ont été frappés par le paludisme en 2019 n'ont quasiment pas souffert de COVID-19. On va faire une analyse parallèle. C'est-à-dire, à l'opposé, les pays les plus touchés par la COVID-19 n'ont quasiment pas souffert du paludisme en 2019.
Toutefois, la COVID-19, on peut remarquer que la COVID-19 a été plus meurtrière que le paludisme. Parce que au mois d'août 2022, soit en moins de 3 ans, les USA ont connu une mortalité, la mortalité la plus élevée, on avait dit, 1 031 832 personnes. Pendant que la mortalité la plus élevée due au paludisme en Afrique de l'Ouest, par exemple, qui a été observée au Nigeria, en 2019, n'était que de 187 437. Et d'où le nombre de décès dus à la COVID-19 aux États-Unis a été 5,5 fois supérieur au nombre de décès dus au paludisme au Nigeria. Ceci nous donne la figure. Cette figure nous permet un peu de voir un peu le parallélisme qu'on peut faire entre les décès dus à la COVID-19 et les décès dus au paludisme. On constate que là où il y a eu décès de paludisme, c'est ici, dans ces pays-là, les pays d'Afrique de l'Ouest que j'ai mentionné là. Pratiquement, le niveau de décès dû à la COVID-19 est nul pratiquement. Et ici, quand on va au niveau des pays comme les États-Unis, le Brésil, l'Inde, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, on voit que là, le décès dû au paludisme est presque nul et le niveau de décès dû à la COVID-19 est élevé. Donc, on voit un peu comme une certaine corrélation négative qui va être confirmée tout à l'heure. C'est vrai, on a calculé le coefficient, ça a donné un coefficient négatif. On va dire tout à l'heure. Donc, le coefficient a donné, c'est ça que je vais présenter, ça a donné un coefficient négatif significatif au niveau statistique. Maintenant, que disent les recherches antérieures par rapport à ce résultat que nous avons trouvé? C'est-à-dire cette opposition entre le taux de mortalité dû à la COVID et le taux de mortalité dû au paludisme et aussi cette résilience de l'Afrique qui a été observée. Je vais citer 2 auteurs ici pour expliquer la résilience. Il y a l'auteur Lungu et Al 2021 qui faisait le constat que les déclarations de l'OMS relatives aux prédictions catastrophistes concernant l'évolution de la COVID-19 en Afrique étaient loin d'être réalisées. Donc, des gens avaient déjà constaté ça, que l'OMS faisait des prédictions sur des catastrophes qui pouvaient arriver dues à la COVID-19, mais ça n'arrivait pas. Il y a aussi ces auteurs-là, Lo et Ali, en 2020, qui affirmaient aussi en octobre 2020 que l'Afrique affiche un taux de létalité faible, en baisse depuis mi-avril 2020, estimé à 2,6% et défiant les projections initiales qui chiffraient les décès potentiels entre 300 000 et 3 300 000 entre mars et décembre 2020. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, cela s'est passé ainsi. Maintenant, à propos de la corrélation, c'est les analyses, effectivement. À propos de la corrélation que j'établissais avec la figure entre le nombre de décès dus au paludisme et le nombre de décès dus à la COVID-19, je remarque qu'il y a une étude antérieure qui avait aussi fait pareille chose. Il y a une étude qui a été réalisée par Munir et Al en 2020 qui décrit une corrélation négative entre les indices de paludisme en 2018 et les infections à la COVID-19. Là, vous avez un coefficient R égal à moins 0,15 avec significatif au seuil de 5%. Et il conclut donc que les pays exempts de paludisme ont une densité plus élevée d'infections à la COVID-19 et un taux de létalité plus élevé. Un autre auteur, groupe d'auteurs, bien sûr, Rusmini et Al 2021, ont obtenu aussi une corrélation négative forte, R égale à moins 0,69, entre les cas de la COVID-19 et la prévalence du paludisme. C'est pour dire que ce que nous disons n'est pas sorti du néant. Il y a la littérature qui soutient ce que je suis en train de vouloir déclarer. Maintenant, à propos des sources probables de cette résilience, je suis allé chercher un peu quelle peut être la source de cette résilience-là. Une fois que c'est constaté, on va chercher un peu la preuve. Je suis allé voir aussi les auteurs, Panda et Al, en 2020, ont précisé que non seulement le paludisme est connu pour stimuler des cellules B, je l'appelle cellules B, mais de multiples anticorps à réaction croisée sont souvent produits, ce qui pourrait être protecteur. Donc, ceux-là estiment que le fait d'être exposé au paludisme
peut provoquer, peut créer des anticorps qui peuvent être protecteurs contre la COVID-19 dont nous sommes en train de parler. Et de plus, il y a parmi les plasmodiums, il y a un plasmodium qui est un peu, qui sort un peu, quand on fait bien la lecture, qui est un peu particulier, c'est le plasmodium vivace, et qui est particulièrement répandu en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, dans les régions. C'est plus répandu dans le monde, le plasmodium vivace, contrairement au plasmodium falciparum, qui est celui-là qui détruit les populations en Afrique, par exemple. Donc, il a été prouvé que les Africains noirs sont naturellement réfractaires au plasmodium vivace, qui ne pénètre pas dans leurs globules rouges. C'est là où j'ai pensé que, ça c'est un auteur qui a dit ça, mon cher, 1996, ça pensé que, donc, ça peut être dû alors à la relation que l'Africain a avec le plasmodium, mais surtout le plasmodium vivace, qui est plus répandu à travers le monde. Maintenant, vu le caractère résistant des Africains noirs au plasmodium vivace, et qui est aussi un parasite qui provoque le paludisme, et sa nocité vis-à-vis des autres races non mélano-africaines, il est probable que le coronavirus ait un profil biologique similaire à celui de ce parasite. C'est ce que je suis en train de vouloir. Deux hypothèses. Ça nous permet de dégager deux hypothèses. La première hypothèse que je dégage, c'est que l'exposition antérieure des populations de l'Afrique, de l'Ouest, bien de l'Afrique noire, au paludisme a créé en leur sein une immunité collective qui a permis aux porteurs de coronavirus de résister à la COVID-19, et de ne pas exprimer la COVID-19. Et l'autre hypothèse que je peux tirer aussi, c'est que le coronavirus serait biologiquement proche du plasmodium vivace, aussi parasite provoquant le paludisme auquel les mélano-africains, les Africains noirs sont réfractaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibles à ça. Maintenant, quelles leçons tirer? Nous pouvons tirer 4 leçons. Première leçon, l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier, l'Afrique noire en particulier, a été plus résiliente à la COVID-19 que les autres régions du monde. 2. La corrélation entre le taux de mortalité dû à la COVID-19 et celui de la mortalité due au paludisme est négative et statistiquement significative. Troisième leçon, nous dégageons des hypothèses qui peuvent être vérifiées. C'est que l'exposition antérieure des populations de l'Afrique noire à la COVID, au paludisme, a créé en leur sein une immunité collective qui a permis aux porteurs de coronavirus de résister à la COVID-19. Et la seconde hypothèse est que le coronavirus serait biologiquement proche du plasmodium vivace, parce que si c'est le cas, si c'était un plasmodium vivace qui venait, ça allait avoir le même résultat. C'est que ça va se présenter, on peut le retrouver dans le corps, mais ça ne va pas créer de la maladie au niveau des Africains noirs. Donc, le coronavirus serait biologiquement proche du plasmodium vivace, aussi parasite provoquant le paludisme auquel les mélano-africains sont réfractaires. Et la quatrième leçon, c'est qu'une attention internationale mérite d'être portée désormais aussi sur le mode d'action et les moyens de lutte contre le plasmodium vivace, comme ce fut le cas, comme c'était le cas du plasmodium falciparum. Plutôt que de se limiter à ça, pour dire que le palud tue seulement en Afrique, c'est intéressant aussi de mettre un accent particulier des investissements que cela demande au niveau du plasmodium vivace. Nous ne voyons plus votre écran, professeur. C'est ça? L'écran ne bouge plus. Ça ne bouge plus, ça ne bouge pas. Ça ne va pas bouger ici non plus. Est-ce que vous avez fait défiler? Parce que voilà, c'est ça.
Les Oui, c'est ça. hypothèses et les leçons, on ne les a pas vues à l'écran. Ah, OK. Première leçon, c'est 4 leçons. Première leçon, l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier, l'Afrique noire, a été plus résiliente à la COVID-19 que les autres régions du monde. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous voyez ça? Non, non. Mais Ça doit être l'écran, un souci de connexion chez vous. comment ça? L'écran, moi j'ai l'écran avec moi. Et j'ai même vu, il y a partage de l'écran. D'accord. Peut-être que les autres Non, voient que... non, il a mis votre partage d'écran est en pause. OK, donc enlevez la pause et continuez. OK. Comment vous enlevez la pause? Enlever la pause, comment je vais faire? Je pense qu'il faut arrêter le partage d'écran et reprendre. OK, d'accord. OK? Maintenant, Oui. vous pouvez reprendre le partage d'écran. OK, d'accord, c'est ça que je vais faire. Voilà. Maintenant, allez au niveau des premières leçons. Oui. Ça ne bouge pas encore, je viens. Et si ça bouge, nous, on Ça voit ne bouge que pas ça bouge. encore. Ça bouge là-bas, ça ne bouge pas encore ici. Vraiment. Ça doit être... Oui, mais c'est là et ça ne me donne pas, ça prend du temps alors. Donc ça bouge chez vous là-bas. Nous avons l'écran de vérification du taux de mortalité dû à la COVID-19 en Afrique de l'Ouest. L'écran que vous avez présenté au Cap-Vert était plus élevé et à la fin, il y a la moyenne en Afrique de l'Ouest. Voilà, oui. Maintenant, il y a d'autres diaporamas, je vais te dire ça, ceci. Ça va? Ça Vérifiez va? si ce n'est pas en pause. Vous êtes en plein écran maintenant. Ça, là, vous ne voyez pas maintenant, vous ne voyez pas les leçons? Les leçons? Pas encore. C'est bon? Moi, non. Je ne sais pas si les autres voient les leçons. C'est bon? Ça doit aller maintenant. C'est bon? C'est bon, professeur, c'est bon, allez-y, c'est bon. Voilà, donc les 4 leçons que je tire, c'est que, première leçon, l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique noire, en particulier, a été plus résiliente à la COVID-19 que les autres régions du monde. Deuxième leçon, c'est que la corrélation entre le taux de mortalité dû à la COVID-19 et celui de la mortalité due au paludisme est négative et statistiquement significative. Donc, il y a un lien établi statistiquement. Troisième leçon,
je dégage deux hypothèses, à savoir que l'exposition antérieure des populations de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique noire au paludisme, a créé en leur sein une immunité collective qui a permis aux porteurs de coronavirus de résister à la COVID-19. Et deuxième hypothèse, c'est que le coronavirus serait biologiquement proche du Plasmodium vivace, aussi parasite provoquant le paludisme auquel les Mélano-Africains, auquel les Africains noirs sont réfractaires. Quatrième leçon, c'est qu'une attention, et cela exige qu'il y ait une attention particulière, une attention internationale particulière, qui mérite d'être portée désormais aussi sur le mode d'action et les moyens de lutte contre le Plasmodium vivace, comme c'est le cas du Plasmodium falciparum qui fait rage disons, en Afrique noire. Voilà les 4 leçons que je tire de cette communication avec des éléments de statistiques et des analyses de cohérence. Merci de votre attention. Merci, professeur. Je crois que nous avons suivi avec attention votre présentation et nous allons passer à la deuxième présentation avant de prendre les questions. Donc, je voudrais demander à tous ceux qui ont des questions de commencer à les noter parce qu'après la deuxième présentation, nous allons prendre les questions. La deuxième présentation est celle du docteur Faustin Yedjan-Lonia Songba. Voilà, je crois que j'y arrive. Donc, vous êtes à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Oui. Donc, le thème de la présentation, c'est la médecine traditionnelle béninoise face à la pandémie de COVID-19. Donc, professeur Faustin Asongba, si vous êtes prêt pour votre présentation, nous allons vous laisser la faire et à la fin, il y aura les questions pour les deux présentateurs. Professeur Asongba. Oui, je suis là, je suis prêt. Merci. Je suis là, je suis prêt. Donc, vous pouvez aller. D'accord. Veuillez dire, professeur Humba. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Merci. Je voudrais que vous arrêtez le partage de votre écran. Je crois qu'il a déjà fait. Donc, vous avez maintenant la main pour partager votre écran. Merci. Je me ferai le devoir. Il a désactivé son micro aussi. Donc, vous avez la main pour partager votre écran. Si vous avez des difficultés, faites-nous savoir. Voilà, c'est bon. C'est bon. Okay. Oui. Je suis en train de le mettre en diaporama. D'accord. OK, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous pouvez aller. Okay. Merci. Ici, le professeur Dr. Asongba Yedjan-Lonia Songba. Je suis maître de conférence à l'École nationale des biosciences et biotechnologies appliquées de Dassa Zoumé, qui fait partie de l'Université nationale supérieure des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, en abrégé UNSTIM. Voilà affiché mes coordonnées, mon mail et mon numéro WhatsApp du Bénin. Le thème que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui est intitulé « La médecine traditionnelle béninoise face à la pandémie de la COVID-19 ».
Le plan de la présentation s'articule autour des points suivants. En premier point, je vais présenter le contexte. En deux, je vais présenter les savoirs traditionnels sur l'apparition d'une nouvelle pandémie au sein de la communauté. En trois, je vais présenter les données ethnobotaniques sur la prise en charge des symptômes associés à la COVID-19. Et en quatre, les contributions des praticiens de la médecine traditionnelle béninoise dans la lutte contre la COVID-19. Et naturellement, tout ceci va se terminer par une conclusion assortie de quelques perspectives. Alors, en introduction, je présente le Bénin dans ce contexte. Le Bénin qui est situé dans la zone intertropicale, humide et chaude de l'Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest. Le Bénin comporte 12 départements, à savoir le département de l'Atlantique au sud, qui aborde l'océan Atlantique, le département de l'Ouémé, le département du Mono, du Koufo, des collines, des plateaux de la Donga et de la Takora. Ces 12 départements sont répartis en 77 communes. La carte à ma droite présente les différentes communes, les 77 communes du Bénin. La population béninoise, à l'heure où nous parlons, est estimée à plus de 10 millions d'habitants. Et cela regroupe plusieurs groupes ethniques, dont les principaux groupes ethniques sont les Fon, les Adja, les Goum, les Dendi, les Wama, les Betameri au nord. Le Bénin est un pays très riche. La capitale béninoise est Cotonou, où l'on l'identifie par l'étoile rouge, qui est le symbole qui se retrouve au cœur de la capitale économique du Bénin, qui est Cotonou. Plusieurs activités se mènent dans la capitale béninoise, à savoir la vente des produits pétroliers qui nous proviennent du grand voisin, le Nigeria. Les bouteilles contenant les produits pétroliers, à savoir l'essence, sont illustrées par l'image qui est sur la table. Les autres activités économiques, c'est la vente, le commerce. Le Bénin regroupe 3 grands marchés du sud vers le nord. Nous avons le marché de Dantokpa, nous avons le marché de Glazoué et nous avons le marché de Malanville au nord. On regroupe plusieurs zones marécageuses, dont la plus importante est la cité lacustre du Bénin, appelée Gambier. L'image en bas, à ma droite, illustre cette cité lacustre, dont l'activité principale est la pêche, utilisée communément appelée Acadia, qui consiste à mettre des branches d'arbres dans le fleuve, le lac Nokoué, qui constitue des frayères pour les poissons dont les pêcheurs en exploitent afin d'avoir
de revenus substantiels pour assurer les besoins de leur famille. La pandémie COVID-19 apparue est venue aussi au Bénin et a fait son chemin. Le nombre total de contaminations qu'a connu le Bénin est de 27 638 cas. Le nombre de cas guéris est de 27 475. Et le nombre de décès qu'a connu le Bénin est 163. Il faut dire que cette pandémie, la COVID-19, le Bénin s'est sorti de cette pandémie COVID-19 par l'utilisation, par le fait que la population béninoise avait déjà l'habitude d'utiliser les plantes médicinales. Et la médecine traditionnelle béninoise ayant connu un essor, la plupart des symptômes identifiés à l'arrivée de la COVID-19 sont déjà presque maîtrisés par la médecine traditionnelle béninoise. Donc, en face, le diagramme en bâtonnet montre le taux total de contamination. Vous avez le nombre de cas guéris et le nombre de décès qui est vraiment infime. Oui, si le Bénin et l'Afrique entière s'en sortis de cette pandémie COVID-19, parce qu'il a le fait que les Africains utilisaient déjà les produits phyto. Quand le secrétaire général de l'OMS disait à l'arrivée de cette pandémie que l'Afrique n'a qu'à se préparer au pire, mais l'Afrique s'est sortie de cette pandémie. Quelles sont les causes et les raisons qui ont motivé le fait que l'Afrique s'est sortie de cette pandémie, la COVID-19? Et là, d'abord, quand la COVID-19 était arrivée, les gouvernements africains, précisément le gouvernement béninois, a pris des initiatives dans le cadre de la gestion de la COVID-19. Quelles sont les initiatives prônées par le gouvernement béninois? Au nom de ces initiatives, nous pouvons citer la recommandation forte sur les mesures sécuritaires de l'OMS. Nous avons la délimitation en zone faite par le gouvernement béninois. Il y avait la zone rouge qui quitte la bande côtière jusqu'à la latitude de Séhouet. Et les zones connaissent qui sont les zones jaunes qui rassemblent les communes périphériques à la zone rouge. Il faut dire que la zone rouge regroupe principalement 3 communes, à savoir la commune d'Agomé-Kelavi, la commune de Cotonou et la commune de Grand Popo. Deuxième initiative de la commune de Porto-Novo, s'il vous plaît. Deuxième initiative qu'a pris le gouvernement béninois, c'est la sollicitation des praticiens de la médecine traditionnelle. Déjà à partir du 20 mars 2020, le gouvernement béninois a sollicité les praticiens de la médecine traditionnelle à mettre en œuvre, à conjuguer les actions pour éradiquer la pandémie 19. Ainsi, à l'arrivée des vaccinations, le gouvernement béninois a commencé la vaccination, surtout par la zone rouge. Quelles sont les raisons de cet appel par le gouvernement aux praticiens de la médecine traditionnelle? Alors,
le gouvernement béninois a fait appel aux praticiens de la médecine traditionnelle pour faire l'état de l'existence sur la prise en charge des maladies par la médecine traditionnelle, en l'occurrence les symptômes associés à la COVID-19. Le gouvernement a pris cette initiative pour voir quelles sont les pratiques, car les praticiens de la médecine traditionnelle dans la gestion des maladies, de nouvelles maladies. Et tout ça pourrait être conjugué vers la urgence et les pratiques de la gestion de la COVID-19. Le gouvernement béninois aussi a pris l'initiative sur les pratiques pour observer dans les marchés et en même temps faire un recensement dans les marchés les plantes médicinales qui sont vendues dans les différents marchés du Bénin. Ainsi, tout cela a amené à un savoir traditionnel sur l'apparition de la COVID-19. Donc, les praticiens de la médecine traditionnelle ont été utilisés pour contribuer, apporter leurs soins, leur participation à la médecine moderne. Les pratiques, les rites ancestrales dans les couvents, dans les différents couvents des religions endogènes ont été aussi mises en contribution pour éradiquer la COVID-19. Et à la fin aussi, le recensement de tous les produits phyto, les produits de la médecine traditionnelle qui traitent les symptômes de la COVID-19. Allô? Allô? Oui, allez-y, allez-y, nous vous suivons correctement. Alors, ainsi, sur cette diapositive numéro 9, vous avez à ma gauche la photo, c'est-à-dire l'image illustrant les praticiens de la médecine traditionnelle au Bénin. Et en haut, les adeptes des cultes endogènes béninoises qui sont mises à contribution. Et elles ont été formées, surtout les femmes qui passent dans les marchés, ont été formées pour apporter une contribution à la gestion de la COVID-19. Ces femmes des couvents ont été primées et elles ont eu aussi l'occasion de savoir, d'avoir des connaissances sur la gestion de la COVID-19. Des compréhensions les ont été données sur le déséquilibre entre l'homme et son milieu de vie, la violation grave des principes de vie communautaire que la COVID-19 a amené, le mécontentement des ancêtres suite au non-respect de certaines pratiques qui peuvent amener de nouvelles maladies, l'instruction des forces invisibles qui contribuent à la gestion efficace de la COVID-19. Tout ça, il y a des pratiques qui ont été faites. Des cérémonies de purification ont été réalisées par les praticiens de la médecine traditionnelle pour purifier des milieux contre la nouvelle maladie. Des consultations de foi ont été réalisées par les praticiens de la médecine traditionnelle pour conjuguer le sort qu'a amené la COVID-19. Ou qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ces consultations? Quelles sont les actions qu'il faut mener rapidement pour conjuguer cette pandémie, cette nouvelle maladie? Des cérémonies d'offrande aux ancêtres
pour atténuer leur action de mécontentement contre la population béninoise ont été réalisées par les praticiens de la médecine traditionnelle. Plusieurs produits ont été recensés par les praticiens de la médecine traditionnelle pour être améliorés ou être utilisés afin d'être utilisés dans le cas du traitement de la COVID-19. Les vendeuses des plantes médicinales dans les marchés, dans les coins, dans les rues du Bénin ont été recensées, sensibilisées. Les différentes illustrations de ma gauche vers la droite illustrent ces différentes étapes. Des produits, des médicaments traditionnels améliorés ont été vendus, fabriqués par les phytothérapeutes et vendus pour traiter les symptômes de la COVID-19. Au Bénin, les épices, c'est-à-dire les drogues végétales, ont été mises en contribution pour traiter les symptômes associés à la COVID-19. Donc, ainsi, une ruée s'est faite vers le clou de girofle, qui est une espèce, une épice phare qui a été utilisée dans le traitement de la COVID-19. Nous avons participé à cette étude. Nous avons mené des études sur tous les marchés, tous les coins du Bénin. Nous avons la commercialisation des drogues végétales qui ont été recensées à travers ces épices, les différentes épices. Nous avons recensé ces épices et les a documentées. Et ainsi, l'arrivée de la COVID-19 a posé un problème dans la gestion des formations végétales, à savoir que certaines espèces telles que le neem, la population s'est dirigée vers cette espèce pour utiliser les feuilles en médecine traditionnelle, à savoir la transformation des feuilles de neem en tisane pour traiter le paludisme, les symptômes du paludisme, la fièvre, la fatigue, le vomissement et autres. Donc, cela a contribué à la destruction de la flore. Cela a amené aussi, l'apparition de la COVID-19 a amené à la commercialisation en tout coin des drogues végétales. On a noté le développement de la phytothérapie qui est devenue un peu sauvage, l'utilisation abusive des plantes d'intérêt antipaludique. Ces illustrations montrent de la gauche vers la droite la vie de la population pendant la COVID-19 au Bénin. Les différents marchés des plantes médicinales qui ont été visités au Bénin. Alors, quels sont les symptômes? Les données ethnobotaniques associées à la gestion de la COVID-19. La figure ci-contre montre que les différents symptômes associés à la COVID-19 sont le rhume, la toux, les maux de gorge, la fatigue à travers la courbature, la fièvre. Ainsi, la fièvre et le rhume sont des symptômes de la COVID-19 et représentent 45%. Suivi respectivement de la toux, des maux de gorge qui sont à 20% et la fatigue à 5% et la fièvre qui représente 20%, 10% des symptômes identifiés par la population, identifiés aussi par les phytothérapeutes pour le traitement de la COVID-19.
COVID-19. Et tout cela a comme motif l'achat des plantes médicinales pour la guérison des symptômes de la COVID-19. Plusieurs produits ont été fabriqués. Ainsi, nous abordons la contribution des praticiens de la médecine traditionnelle à la gestion de la pandémie, la COVID-19. Donc, plusieurs phytomédicaments ont été fabriqués et ces drogues végétales sont mises dans des bouteilles, dans des plastiques, ajoutées à l'alcool de 90 degrés, communément appelé au Bénin le sodabi, et ils sont utilisés, les produits phytomédicaments sont utilisés pour le traitement des symptômes de la COVID-19. On pouvait citer comme drogue végétale, anis étoilé, le clou de girofle et autres. Cette photo du milieu montre un produit phytomédicament associé à base de l'alcool appelé sodabi qui permet d'extraire les principes actifs des drogues, des différentes drogues végétales introduites dans ce plastique. Et la population en a utilisé pour le traitement des symptômes de la COVID-19. Ainsi, l'on a noté une utilisation d'une gamme variée d'épices par les phytothérapeutes pour la fabrication des médicaments traditionnels pour lutter contre les symptômes de la COVID-19. Un phytomédicament ou plusieurs phytomédicaments d'origine béninoise ont été fabriqués. Nous avons la covicine, fabriquée par un grand phytothérapeute béninois, dont le numéro est sur le produit, qui a été utilisé contre la COVID-19 et même vendu au-delà du Bénin. Les tests de pharmacologie, de toxicité et autres sont réalisés sur ce produit. En conclusion, nous pouvons dire que le savoir traditionnel a permis à une bonne gestion de la pandémie COVID-19. Que le Bénin a une richesse floristique en espèces végétales très poussée qui a été mise à contribution dans la prise en charge des symptômes associés à la COVID-19. Que les praticiens de la médecine traditionnelle ont été mis en contribution. Ils ont été sensibilisés et à leur tour, ils ont sensibilisé la population sur les mesures de barrière de la COVID-19. Il y a la mise à disposition des savoir-faire traditionnels à travers les produits phytomédicaments pour la recherche d'une solution locale, voire régionale, pour éradiquer certaines maladies, en l'occurrence la pandémie COVID-19. Ainsi, il est indispensable de prévenir les maladies tout en faisant des recherches sur les plantes médicinales afin d'avoir un potentiel énorme pour de nouvelles pandémies. Nous y sommes à la fin de notre présentation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, professeur Assongwa, pour cette brillante présentation qui nous fait un état des lieux de l'implication, je veux dire, de la médecine traditionnelle béninoise dans la gestion de la pandémie de COVID-19. Et je vais ouvrir maintenant le micro pour ceux qui ont des questions. Et quand vous allez prendre la parole, vous allez vous présenter et dire le communicateur auquel votre question est adressée. Puisqu'il y en a eu deux communications. La première communication porte sur la résilience de l'Afrique, sinon précisément des Noirs africains à la pandémie de COVID-19, les leçons à tirer et qu'est-ce qui justifie donc
résilience. La deuxième communication porte sur l'implication, voilà, de la médecine traditionnelle dans la gestion de la COVID-19. Donc, pour ceux qui voudront poser des questions, vous avez la possibilité de lever la main. Et je vais faire un premier recensement. Et avant de commencer à donner la parole, aussi bien au niveau des panélistes que des spectateurs, et on va donner la parole aux gens pour poser des questions. Donc, levez la main. Nous allons voir ceux qui ont les mains levées et nous allons donc prendre les questions. Je vois, permettez-moi de noter Abdoul Anjorin. Ensuite, je vois aussi, j'ai certainement partagé mon lien de connexion dans des groupes WhatsApp et donc les gens sont connectés avec mon identifiant. Donc, je n'arrive pas à voir de qui il s'agit. De toute façon, je vois mon nom 2 fois. Je vais noter ça. Ça doit être certainement les collègues de l'Université nationale d'agriculture ou de l'Université d'Abomey-Calavi. Donc, nous allons commencer par M. Abdoul. Okay, thank you very much. Je voudrais aussi rappeler. With AAS or thank you very much. My question. Sorry, wait a minute. Let me explain to. Hello. Yes, I'm with you. Sorry, you are. Wait a minute. I will explain to those who don't speak English. Je voudrais demander, ceux qui ne comprennent pas anglais, vous allez voir là-bas interprétation. Donc, si quelqu'un intervient en anglais, vous choisissez français. Et là, vous pouvez entendre directement en français. So, if you are a fellow at the university, first to appreciate the speaker, the first speaker and the second speaker. So my clarification is on the point by the first speaker, with the work that who mentioned that so, Plasmodium vivax you can still submit has a biological resemblance to SARS-CoV-2. Okay, and then in the case of you have external funding, So with the it's just to correct university, an impression we have to check with the external that funding if that's allowed. You can say Yes, you need the to, so that, presentation, it's the also clinical not presentation conflicting. from So SARS-CoV-2 if they allow, has because again, some you see resemblance there is the requirement to that when of you are at the COVID-19. NIH, you will be required to put But in 100% the agents of your are time quite in different. the research work. When you come back, Plasmodium vivax causes malaria, of your time. while This fellowship takes SARS-CoV-2 4 years. Maybe causes if you have COVID-19. another grant outside, they might not Plasmodium be able to vivax accommodate that because is a parasite. could be they also need you to That put in is some a percentage of protozoan, time into what while they funded you to do. SARS-CoV-2 is a Thank virus. you very much. So, and a virus Ipeoma, and a kindly, protozoan the are person quite sharing your different screen, in scientific please stop understanding. sharing your screen. So let me just leave it as simple as that. Then for the second speaker, Hello, ma. I'm not sharing any screen. on the I just raised issue my digital hand. of No, it's not the you. traditional or the trado It's someone medicine Adelaide practitioner, Lotta I want to at Yahoo. say Kindly it stop sharing the that screen. those drugs, those Okay. herbals that they display, So, Ipeoma, were Yes, they I'm here. verified? Okay. kindly ask- Sorry, If they were not verified please, by the government I of just joined the Benin, meeting 'cause, I have to park somewhere. I was driving, certified park somewhere to join through the phone. by the I regulatory want to body, find out we the cannot level of call interest. them The number of pages were not curing mentioned, agents, and, or we cannot what say and what they is were required, used even though we are all to about to cure submit or submitted. But what and what
COVID-19. We cannot say they were used to clear the SARS-CoV-2 virus, but rather we can say that they are potential candidates or people presumed, that they assisted them in clearing some clinical manifestation, but that doesn't mean they are curative agents. They can only be said to be curative agents if the government of Benin certified them after rigorous scientific procedure that are used in certifying any drug, just like the WHO, the African CDC, and the rest are doing, and just like NAFDAC is also doing in Nigeria. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Abdulaziz. Yes, I'm Dr. Anjorin Abdulaziz. Yes. Okay, I'm a Dr. virologist. Yes. Okay, thank you very much for your contribution. Je crois qu'on va revenir en français. C'est noté, il y a deux préoccupations par rapport aux deux qui ont fait la communication. J'ai aussi deux autres mains levées ici. Je vais ouvrir leur micro. Et le premier, il va se présenter. Et puis, il y a deux mains qui sont levées, qui sont connectées avec mon identifiant, certainement parce que c'est moi qui ai envoyé le lien. Voilà. Oui, vous venez d'ouvrir votre micro, prenez la parole, présentez-vous et posez vos préoccupations. Vous me suivez? Est-ce que j'ai la main pour... Allez-y. Non, on va prendre les préoccupations d'abord. D'abord, ok, d'accord. Donc, il y a deux qui ont levé la main, mais ils sont connectés à partir de mon identifiant. C'est le lien de mon mail que j'ai envoyé dans les groupes, donc ils se sont connectés par là. Allez-y. Votre micro est ouvert, parlez, on va vous entendre. Oui, allô? Oui, bonjour, oui, on vous entend. Présentez-vous et Kalou. Posez vos préoccupations. Merci au docteur Ngbo pour sa présentation. Et de la présentation, j'ai pu comprendre que... Présentez-vous d'abord. Et moi, c'est Gomina Youssao. Je suis à l'Université nationale d'agriculture. Allez-y. Donc, j'ai retenu de la présentation du docteur Ngbo que, en fait, suite à l'exemple qu'il a donné, que dans un pays, il y a eu suffisamment comment dit-on, des victimes de la COVID-19 et au même moment, on a pu constater le paludisme dans ce pays. Enfin, c'est ce que j'ai pu comprendre. Si c'est le cas, c'est inversé. Voilà. Quand le paludisme est élevé, la COVID n'est pas du tout élevée. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Donc, je voudrais savoir, si c'est comme cela, présentement, est-ce qu'on peut dire que les maladies que nous avons là, est-ce que c'est le palu ou bien est-ce que c'est la COVID? Puisque nous n'avons pas l'information jusque-là que la COVID a complètement disparu. Bon, est-ce que selon ces récentes informations, on pourrait estimer que c'est le palu qui est là maintenant ou bien c'est la COVID-19 qui continue? D'accord. Vous avez une autre préoccupation? Non, merci, c'est vous. OK, super. Nous allons prendre la deuxième main levée au niveau des panélistes. Et si vous voudrez bien ouvrir votre micro et vous présenter et poser vos préoccupations, votre contribution également et tout.
Allez-y, voilà. Allô, bonjour, Monsieur Kalou. Bonjour. Oui, je peux me prononcer. Oui, allez-y, présentez-vous d'abord. Ok, moi, c'est Christiane Somera. Je suis à l'Université nationale d'agriculture. Ok. Je voudrais remercier le professeur Mbon et son second qui ont fait une présentation très brillante. Ma première préoccupation a été prise en compte par M. Gominan déjà. Et ce que je voudrais dire, en dehors de ça, je voudrais savoir si on peut déjà dire par rapport à la proposition du docteur Agon dans le temps, est-ce que ce remède qu'il avait proposé a été scientifiquement approuvé ou qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'il a proposé? Parce que du coup, on a constaté que dans le temps, les gouvernants, les autorités n'ont pas trop apporté une considération, selon moi, hein, à ce qu'il a proposé. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'il avait proposé, ils ont ensuite vérifié ou prouvé cela scientifiquement et ça peut rentrer en ligne de compte des éléments, des propositions traditionnelles contre la COVID-19. Merci, je vous remercie. D'accord, merci Christiane, Madame Christiane. Nous allons, s'il n'y a pas d'autres mains levées, ouais, je vois une main levée, allez-y. Allez-y, certainement Monsieur Gominan qui veut donner une autre, je ne sais pas, une autre question ou d'accord, ok, merci. Donc, nous allons donner la parole. Moi-même, j'ai quelques préoccupations, mais je pense que je vais laisser les communicateurs répondre d'abord aux préoccupations de ceux qui sont intervenus. Et nous allons donner d'abord la parole au premier présentateur, le docteur Humbo Emile. Je peux intervenir? Oui, oui, allez-y. Je peux intervenir? Allez-y, allez-y. C'est pour répondre. Oui, oui, répondez à la question du docteur Abdoul Anjourin, Aziz. Oui. Je peux vous rappeler la question ou c'est bon? Non, c'est bon. OK. Et il a dit que au niveau biologique, le parasite du palu, qui est le plasmodium, est un protozoaire, alors que le parasite de la COVID-19 est un virus. Que biologiquement, ils sont différents. Exactement. Oui, je ne suis pas contre. Seulement, ce que je relève, c'est que en termes de mode d'action et d'impact sur l'organisme, les deux actions sont similaires. Sinon, les traitements affligés à la COVID-19, qui sont des traitements reconnus contre le paludisme, n'auraient pas les effets que cela a eu. La chloroquine n'allait pas donner le résultat que ça a donné dans le traitement de la COVID-19. Donc, je ne dis pas qu'ils sont biologiquement les mêmes, mais en termes d'action et peut-être d'effet, c'est similaire. Ça permet de savoir que ce qui est efficace contre le plasmodium, donc pour le palu, peut avoir une certaine efficacité, pas à 100%, contre la COVID-19. Et ça a été le cas avec Dr Raoul, qui très tôt a soulevé l'idée que la chloroquine peut venir à bout de la COVID-19. Voilà ce que je peux dire par rapport à son sujet. Je le remercie parce que lui est biologiste et il parle biologie. Deuxième question, M. Gominan demandait si ceux qui souffrent des maladies dont les gens souffrent maintenant, là, est-ce que c'est COVID, mais c'est pas lui. Non, COVID, c'est COVID. Pas lui, c'est pas lui. Seulement, COVID, dès que moi je démontre, ça ne peut pas être aussi largement épandu au Bénin. Parce que l'exposition antérieure, ceux qui avaient déjà vécu dans des milieux ordinaires du Bénin
et autres sous le palu ont une certaine résistance vis-à-vis de la COVID-19. Ça ne veut pas dire que ça ne peut attaquer personne. Seulement, le taux est réduit. La preuve, c'est qu'au Bénin, on n'a pas eu 0 cas. Mais les cas là, c'est COVID-19. Ce n'est pas paludisme, justement. Mais nous sommes, d'une certaine manière, un peu protégés, a priori, comme ça, pour avoir vécu dans un milieu où le palu a déjà sévèrement sévi. Et pour avoir été aussi des Noirs, des Mélano-Africains. Hein, parce que c'est nous qui sommes, j'ai juste fait le parallèle. Tout à fait. Troisième question, est-ce qu'on peut dire que le remède proposé par Agon est scientifiquement prouvé? Non. C'est parce que ça n'a pas été scientifiquement prouvé que ça a été rejeté. Parce qu'avant qu'un médicament, une prescription médicale ne soit acceptée scientifiquement, il y a des étapes avant de conclure. C'est même ce que disait le premier intervenant quand il parlait du traitement qu'il y a eu au Bénin contre la COVID-19, tout ça. Parce qu'il faut que ça soit normé. Si nous disons que notre traitement a marché, alors que dans les autres pays, ils n'ont pas fait ce traitement et ça a marché aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de grands cas, ça veut dire qu'il y a question à se poser là. Hein, c'est quelque chose comme ça qui est en train de dire. Donc ici, le médicament de Agon, pour ceux qui ont même fait des analyses, il y a des chimistes qui ont fait des analyses qui ont vu que c'était presque le document qui utilisait contre le palu. Effectivement, comme nous le disons, les médicaments efficaces contre le palu sont plus ou moins aussi efficaces contre la COVID-19. Mais il fallait utiliser la démarche scientifique qu'il faut pour venir à cette conclusion. Et l'autre élément est que dans le domaine de la recherche, il y a des attitudes, des comportements à avoir. Le problème de Agon était aussi qu'il avait un produit qui était en même temps mis sur le marché pour la vente. Donc, il y a un conflit entre business et la recherche. Et là, les scientifiques ne pardonnent pas. Merci beaucoup. Professeur Hongbo, avant de donner la parole au professeur Songba, je voudrais demander, est-ce que la réponse que vous donnez à la question de M. Gomina ne rejoint pas les préoccupations du docteur Anjorin Abdoulaziz, qui dit qui fait une différence clinique entre le parasite protozoaire en charge du paludisme et le virus qui transmet la COVID. C'est pas Gomina. Oui, c'est pour dire, est-ce que votre réponse ne rejoint pas ce que le premier intervenant avait dit? Est-ce que c'est cliniquement prouvé? En fait, ce que je demande, c'est est-ce que c'est cliniquement prouvé que les mélano-africains résistent mieux ou bien ce sont les constats du terrain? Là, comment? Je l'ai cité, Alain Limouché, 1996. C'est clair, c'est connu dans le monde entier que les mélano-africains sont résistants, sont réfractaires ou résistants au plasmodium vivace. Oui, nous parlons maintenant de la COVID-19. Non, je parle de plasmodium, je n'ai pas dit COVID-19. Maintenant, la COVID-19 s'exprime ici aussi. Puisque les facteurs qui concourent à une maladie ne sont pas uniques. Il y a, je vais parler de palu, exposition antérieure, mais il y a peut-être d'autres événements, d'autres phénomènes qui peuvent faire que certains pourront être attaqués par la COVID pendant que d'autres ne seront pas. C'est ça le problème. Maintenant, ce que Gomina voulait savoir, est-ce que quelqu'un sous du palu, c'est le palu là qui est COVID? Non. Le palu a ses symptômes, la COVID-19 a ses symptômes. Ceux qui ont souffert de cette maladie-là, c'est COVID-19. Ce n'est pas paludisme. C'est ce que je voulais lui dire. Tout à fait. Maintenant, nous allons demander si Dr Anjorin Abdoulaziz est satisfait de la réponse à sa question avant maintenant de donner la parole au Dr Assongba pour répondre aux questions qui lui sont posées. Est-ce que Dr Abdoulaziz est satisfait des réponses qui lui sont données ou bien il a des points d'ombre qu'il voudrait éclairer ou des apports? Dr Abdoulaziz. J'espère qu'il est traduit directement en anglais. OK. Vous avez la parole. Dr Abdoulaziz.
Okay. You know, Africa, just the way scholars, you know, have been hypothesizing, you know, or assuming. These are assumptions, but studies are still ongoing. A lot of factors have been said. Part of it, genetic, you know, factor in Africans, you know, issue of temperature, issue of weather, you know, issue of youthful age, a large proportion of Africans being, you know, of youth proportion as compared to what's happening in Europe, where they are old individuals and not. So these are all hypotheses that, you know, scholars in the area, you know, have been talking about. But studies are still ongoing to confirm the reason for the low, you know, prevalence in Africa. So I think to an extent, I agree with him in that regard. But what we cannot debate over is the difference between the agents, the etiologies. Plasmodium is a protozoa, no doubt about it. We cannot argue that. While the COVID-1 is caused by a virus and a parasite are not the same, or a virus and a protozoa are quite distinct. So I think with that, I want to thank him. You know, it's been a wonderful presentation, you know, from you. And to finally say that for the testing in Benin, that the chemists usually do the tests to be sure of the herbal, you know, is a good step, because not all of those concoctions or the, you know, plants that people are claiming or naming claims to, you know, can be said to be exactly what they are saying. But the science may be the same, just the way he has said, and the example he cited about chloroquine. So I think I agree with him to an extent. Thank you. Okay. Thank you so much. Je pense qu'il il est d'accord du fait que nous voyons les effets qui peuvent être similaires. Ce sont des hypothèses qui sont émises, mais les études cliniques sont toujours en cours et c'est à la fin de tout ça qu'on peut tirer des conclusions et tout. Et nous allons donner la parole au professeur Assongba qui va répondre donc aux questions qui lui sont posées par rapport à son exposé. Il y a la question du docteur Anjorin Abdoulaziz, la question également, je crois qu'il devrait répondre aussi à la question de Christiane par rapport au remède du docteur Agon, et qui a tout fait de publier tout de suite un produit pour guérir cette maladie. Professeur Assongba, si vous êtes avec nous, vous avez la parole. Oui, je suis avec vous, je suis là. Merci et je remercie les participants pour l'intérêt apporté à cette conférence vidéo et aux différentes thématiques développées par nous deux communicateurs. Je vais commencer par la question de Madame Christiane sur le produit de Apivirine du docteur Agon. Il faut dire que le Apivirine, c'est vrai que ça fait l'objet d'une thèse au Burkina Faso. Et les tests cliniques, des différents tests ont été pharmacologiques, des tests de toxicité lavaire et autres ont été faits. Mais pour l'utilisation de Apivirine contre la COVID-19, il faut remarquer qu'il faut dire qu'il y a une précipitation dans la communication du docteur Agon.
il n'a pas mesuré le challenge qu'il fallait faire, le lobbying qu'il doit faire autour de ce produit. Il est allé trop vite en besogne. Je le connais, étant de la biologie végétale et étant de la médecine traditionnelle béninoise. Beaucoup de travaux sont faits en commun accord. Donc, il fallait qu'il attende que les résultats de la thèse qui sont avérés, je le confirme, soient mis à la disposition de la politique et que le gouvernement béninois et le gouvernement burkinabé adoptent ce produit et que ce produit ait l'AMM, l'autorisation sur le mise sur le marché. C'est la mise en marché. Oui, l'autorisation sur la mise sur le marché pour se retrouver dans les officines et être utilisé contre la COVID-19. Mais ce n'était pas le cas. Et quand lui-même, à son retour, il a été testé positif contre la COVID-19. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'était là la question. Donc, il devait attendre que le lobbying soit fait et que la politique prenne en charge ce produit. Dans ma communication, j'ai montré des produits. Beaucoup de produits ont été fabriqués par la médecine traditionnelle béninoise, par les phytothérapeutes. Mais ils n'ont pas fait tellement de bruit autour de ça. Donc, tout le monde reconnaît que le cou de girofle, beaucoup d'autres espèces végétales sont utilisées pour guérir les symptômes de la COVID-19. Donc, en un mot, comme la médecine moderne, nous sommes en conférence vidéo internationale, n'achète pas les produits de la médecine traditionnelle sous prétexte de la mauvaise qualité parce que les tests de qualité ne sont pas encore réalisés. Le module 4 et 5 de la Convention sur la mise sur le marché des produits phyto disent que il faut, si c'est le produit numéro 4, il faut les différents tests. Donc, et comme son produit est parti de l'étape de médicaments traditionnels améliorés, il doit attendre que ces résultats soient avérés scientifiquement, que la politique accepte. Voilà ma réponse, ma contribution à la question de Mme Christiane. Quant aux questions de Dr. Anjurin, oui, le plasmodium. En fait, professeur Assongba, la question qui vous est adressée par le docteur Anjurin Abdoulaziz, c'est de savoir est-ce que les produits médicamenteux dont vous avez parlé, que vous avez exposés, sont vérifiés et validés par le gouvernement, parce qu'on ne peut déclarer un produit agent curatif que lorsqu'il a fait l'objet, comme vous l'avez dit maintenant de Dr. Agon, qu'il a fait l'objet d'un processus et qu'il est validé. Donc la question, c'est de savoir est-ce que ces produits sont ces produits connus. Ces produits ont été recensés suite à l'appel du gouvernement béninois. Certains ont connu déjà, ont subi déjà toutes les étapes des tests et qui sont au niveau des tests cliniques. Aujourd'hui, je ne peux pas affirmer que tous les produits que j'ai présentés ont eu l'aval déjà du gouvernement, sauf un des produits
qui avait déjà l'aval du gouvernement et qui a déjà l'ARM béninois. Ce produit est fabriqué par Dr Raphaël Titiémé, qui lutte efficacement contre l'anémie. Il faut avérer que ce produit oxy est utilisé pour traiter les symptômes de la COVID-19, à savoir la fièvre, la toux et le rhume. Mais ce n'est pas encore certifié blanc sur noir avec autorisation du gouvernement béninois pour l'utilisation contre la COVID-19. Je vous remercie. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poser mes questions. J'en avais 3 pour Dr Assongba. Mais l'une des questions sont déjà prises en compte. Il s'agit de savoir si les médicaments sont reconnus efficaces, comme par exemple, ça a été le cas de, j'ai oublié le nom du médicament découvert en Madagascar. Mais bon. Oui. À base de la plante Artemisia. Exactement. Oui. Maintenant, la question suivante est de savoir, parce que vous avez parlé des pratiques ancestrales qui sont mises à contribution pour vaincre le mal. Je répète un peu vos mots, pour vaincre la maladie du COVID-19. Je voudrais que vous donniez quelques exemples. Par exemple, vous voyez, on a parlé des gestes barrières. Ce sont, si vous voulez, les pratiques modernes, si on peut s'exprimer ainsi. Mais quelles sont ces pratiques ancestrales dont vous parlez? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? La deuxième question est de savoir quelles ont été les démarches. Parce que vous avez donné la perception, je vais dire, la perception traditionnelle de la maladie du COVID-19, c'est entre autres les praticiens où le monde traditionnel voit cette maladie, entre autres, comme la colère des dieux, comme un déséquilibre environnemental. Vous avez cité 4 choses, mais j'ai retenu 2. Quelles ont été les démarches des scientifiques ou des pouvoirs publics, politiques, pour expliquer aux praticiens de la médecine traditionnelle qu'il ne s'agit pas d'une colère des dieux ou d'un déséquilibre environnemental ou autre, mais qu'il s'agit d'un mal, qu'il s'agit d'un virus et que c'est une maladie comme toute autre, comme le sida et autres. Voilà donc mes 2 questions pour vous, professeur. Merci, docteur. Je vous remercie pour cette contribution de taille. Je commence par les pratiques ancestrales. Les pratiques ancestrales pour prévenir de nouvelles maladies ne sont rien d'autre que les gestes, la consultation du phare. Les praticiens de la médecine traditionnelle. S'il vous plaît, est-ce que, comme le phare, c'est un mot fond, je crois que nous sommes à l'international, on va expliquer un peu ce que le phare veut dire. Okay. Alors, là, le phare n'est qu'une consultation à base des signes qui sont expliqués par l'initié, le prêtre de cette culture qui, autant le matin, jette soit les coris, soit un ensemble. Absolument. Voilà. Un ensemble. Le phare est une consultation divinatoire pour expliquer un phénomène naturel ou pour prédire l'avenir. On va dire ça simple comme ça. Et simple, merci. Voilà. Donc, dans l'interprétation du signe qui est sorti, ça peut annoncer déjà qu'il y a des maladies ou nouvelles maladies qui arrivent. Et dans ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
quels sont les rites qu'il faut faire pour prévenir que cette maladie n'arrive pas. Les praticiens de la médecine traditionnelle en font. C'est une pratique ancestrale. Une autre pratique ancestrale, à l'arrivée déjà de COVID-19, ce n'est pas dans toutes les communes que COVID-19 s'est installé rapidement au Bénin. COVID-19 a été détecté, des cas ont été détectés dans les grandes agglomérations, c'est-à-dire dans les grandes communes béninoises, à savoir la commune de Cotonou, Port-Nouveau, Abomey-Calavi. Absolument. Ainsi, les praticiens de la médecine traditionnelle, de par leur réflexion déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette pandémie n'évolue pas à l'intérieur du Bénin? Ils ont fait des libations suite à des consultations. Ils ont fait des libations pour atténuer. Et c'est de ça, dans leur pratique, lorsqu'ils font des consultations, si les ancêtres sont fâchés contre nos pratiques actuelles, ils le retrouvent et à partir de ça, ils savent ce qu'il faut faire, les rites qu'il faut faire pour atténuer, pour conjuguer le sort que les ancêtres ont vu. Voilà quelques des exemples de pratiques ancestrales. Démarche scientifique, tous les produits que j'ai cités, ou bien qu'est-ce que la politique a fait pour expliquer aux praticiens de la médecine traditionnelle. Oui, ça veut dire à l'entame que à l'arrivée de la pandémie, de la COVID-19, le gouvernement béninois a mis en œuvre des stratégies, des initiatives. Et c'est en cela que, c'est à l'arrivée de la COVID-19 que les praticiens de la médecine traditionnelle se sont retrouvés en fédération maintenant. Et la première fédération qui a été créée est FENAMETRAB, la Fédération nationale de la médecine traditionnelle du Bénin. Et ça, c'est dirigé par le professeur Koglevi Ziadome. Donc, le gouvernement les a demandé de se regrouper en fédération pour qu'ils leur donnent des moyens pour la fabrication des produits qui seront mis à la disposition de la science qui va mener des tests sur ces différents produits. Donc, des démarches ont été menées par la politique et des démarches sont en train d'être mises en œuvre par la science. Je vous remercie. D'accord, merci, professeur. Je crois que, en croire vos explications, c'est que les produits présentés, enfin, les essais, les tests, les démarches sont en cours, mais pour le moment, aucun produit traditionnel n'est validé pour guérir la pandémie du COVID-19. Oui. Il y a un seul qui a son AMM, mais il s'agit de l'anémie. Il s'agit de l'anémie, pas de la pandémie de COVID-19. Et les consultations du FA, c'est vrai qu'au niveau de la science même, il y a deux grands courants de pensée par rapport au FA. Il y a l'école que tient le professeur Kakoma Ouyon, qui essaye de donner une explication scientifique au FA. Et il y a l'école qui soutient que tout ce qui est scientifique doit faire objet d'une méthodologie reconnue, certifiée, acceptée par tous, alors que la méthodologie du FA n'est pas toujours ouverte à tout le monde. Donc,
c'est vrai que c'est un grand débat dans la science en général pour ce qui concerne le FA. Professeur Assongba, merci beaucoup pour vos explications. Permettez-moi d'aborder un peu votre dernière intervention sur la consultation, la méthodologie du FA. Oui. Il faut avouer que c'est vrai, la démarche scientifique, pour toute chose scientifique, il a une méthodologie. Mais notre méthodologie scientifique, de la méthodologie ancestrale, la consultation du FA a bel et bien une méthodologie. Et pour cela que moi, j'exhorte tout le monde à aller à l'endogénéité, à la connaissance endogène. Et tant que nous n'allons pas aller à la connaissance endogène, africaine en général, béninoise en particulier, nous n'allons pas aller au développement tant prôné. Regardez les différentes constitutions où aujourd'hui, la main a été mise sur la constitution du roi Wegbadia d'Abomey. Regardez comment cette constitution de ce temps est plus forte que notre constitution actuelle, où personne ne peut dérober aux pratiques, aux interdits de cette constitution. Aléa par aléa, article par article, j'exhorte, nous scientifiques, se procurer de cette constitution à la lire et méthodiquement et voir que nos ancêtres avaient bel et bien une méthodologie dans chacune des activités qu'ils mènent. Je vous remercie. Je veux dire un mot. S'il vous plaît, professeur Assongba, je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce débat maintenant parce que c'est un débat, par exemple, que j'ai suivi, auquel j'ai participé sur plusieurs panels. La question de l'endogénéité de nos connaissances ou de la connaissance, je veux dire, de nos ancêtres est à séparer de la consultation du FA. Quand vous parlez de la construction, par exemple, des édifices du roi Wegbadia, nos ancêtres ont une connaissance endogène qui, et vous voyez même jusqu'à aujourd'hui, les pyramides d'Égypte existent. Il y a des constructions qui datent de l'époque des siècles qui existent, alors que les constructions aujourd'hui ne tiennent pas sur 30 ans, sur 50 ans. Ce sont des connaissances endogènes qu'on peut documenter, qu'on peut justifier, qu'on peut expliquer, alors que les signes du FA ne sont pas toujours justes. C'est un grand débat que nous n'allons pas faire maintenant, sinon on risque de ne pas finir ce panel, professeur. Je veux dire un mot. D'accord, allez-y, dites rapidement un mot parce que ma prochaine question s'adresse à vous, professeur Ongwo. Voilà, je voudrais dire un mot juste pour montrer, pour dire que le recours à l'endogénéité, c'est une réalité et c'est pertinent. Je suis pour ça. Parce que tout ce qui est dit dans nos pratiques traditionnelles n'est pas toujours mauvais, n'est pas toujours faux. Seulement, ce n'est pas scientifique. Parce que pour que ça vienne sur le terrain scientifique, il y a des conditions à remplir. Les connaissances scientifiques doivent être démontrables, explicables, justifiables par tous. C'est là le problème au niveau des connaissances endogènes. Et il y a un travail qui se fait, par exemple, sur des plantes médicinales. Par exemple, du coup, le professeur Rouin, ils ont fait un travail sur une plante utilisée dans la médecine traditionnelle. Et on dit pour aller cueillir ça, il faut aller nu avant de pouvoir prendre les feuilles. Mais quand ils ont fait le travail scientifiquement, on a compris que la matière active est dense, est à son niveau élevé dans la feuille là pendant la nuit, c'est-à-dire la nuit ou bien à minuit. Donc, en réalité, ce que disaient les autres, il y a un lien scientifique. Ici, maintenant, on peut expliquer scientifiquement pourquoi est-ce qu'il faut aller à minuit. En réalité, ce n'est pas aller nuit qui est la raison, mais aller à un moment où la matière active est suffisamment élevée. Donc, ne confondons pas recourir à l'endogénéité et le terrain scientifique. Non. Non. Le FA, d'accord. Merci beaucoup. Un seul mot. Je disais, vous voyez, j'ai la police du débat, s'il vous plaît. J'ai la police du débat. C'est pourquoi je disais que nous n'allons pas faire ce débat
sur nos connaissances endogènes, la science et la pratique du FA. Ça, je ne sais pas si les responsables de ce panel peuvent peut-être organiser une autre conférence par rapport à ça, où nous allons inviter d'autres personnes et faire un débat à l'international sur la question. Donc, permettez-moi de fermer cette page et que nous finissions avec la pandémie du COVID-19. J'avais 2 questions pour le professeur Rumbo, s'il vous plaît. J'avais 2 questions pour le professeur Rumbo, mais une question est prise en compte par le docteur Anjorin Abdoulaziz. Ma deuxième question est de savoir pourquoi dans sa présentation, il a choisi un parallélisme entre le paludisme et la COVID-19. C'est vrai qu'il a démontré que les mélano-africains, nous avons vu ce tableau inversement proportionnel. Quand vous souffrez du palud, c'est que vous êtes moins enclin à la COVID-19 et vice-versa. Alors que les symptômes de la COVID-19 vont au-delà des symptômes du palud. Nous avons par exemple la grippe, qui est un symptôme de COVID-19, la toux, le rhume, qui ne sont pas forcément les symptômes du paludisme. Pourquoi ne pas choisir, par exemple, ces mots M-A-U-X et choisir seulement le paludisme? La question est adressée au professeur Rumbo et je crois que ça sera donc la fin de ce panel. On avait 1h30, on l'a dépassé largement. Professeur Rumbo. La question, c'était de demander pourquoi on a choisi le paludisme. On est allé là. Pour faire une étude, une recherche, on fait recours à la documentation scientifique. La documentation révélait déjà ça. C'est pourquoi il y a cité des auteurs qui ont parlé de cela. Le lien, ils ont même expliqué au point de vue biologique le lien que cela pourrait avoir dans la lutte contre la COVID-19. Donc, c'est ça qui m'a orienté vers cette préoccupation. Et l'autre chose, c'est le paludisme, c'est une maladie qui a fait l'objet d'une préoccupation internationale depuis des années. Donc, il y a des références, toutes les prévisions sont autour, comparativement aux autres maladies dont vous parlez, la grippe et autres, qui ne sont pas reconnues comme des maladies aussi graves, des maladies passagères et autres, mais le palud est une maladie reconnue au niveau mondial. Voilà, oui, très meurtrière aussi. Donc, c'est ça qui fait le problème. Donc, la documentation qui va orienter vers le palud par rapport à la COVID. Aux autres maladies, d'accord. Par rapport aux autres maladies, oui. Merci, professeur. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. On va vous laisser, s'il n'y a pas une autre intervention, on va laisser les 2 communicateurs en 1-2 minutes donner un take-home message, comme on le dit en anglais. Et après, le président de Nigeria New Academy va venir conclure ce panel. Nous allons commencer par le professeur Rumbo. Vous avez la parole en 1 ou 2 minutes, un mot pour conclure. Oui, je vais remercier les organisateurs de cette émission. J'avais déjà des idées de faire le travail. J'avais déjà fait un travail préliminaire avant même qu'on nous ait choisi. La preuve, c'est que c'est d'autres personnes, d'autres chercheurs qui nous ont contactés et qui les ont orientés vers moi. Je leur remercie d'avoir accepté que je présente cette communication. Et ça m'a aussi permis d'aller plus en profondeur de ce que je croyais. Hein? Et surtout, l'intervention de M. Aziz ici, vraiment, c'est un élément très fort que je dois augmenter, que je dois essayer d'insérer maintenant encore dans le document. Évidemment, je parlais d'hypothèses. Bien sûr, il y a des vérifications à faire au plan génétique, au plan biologique, au plan moléculaire et autres. Ce que moi, je fais, c'est le travail seulement d'un socio-économiste, d'un scientifique chercheur qui explique et qui constate des similarités. Donc, c'est très bien. La dimension de ce que le Plasmodium est un protozoaire et que le virus qui cause la COVID-19 est un virus. Cette dimension doit être, voilà, est un virus. Ça doit être intégré dans le document pour reformuler, si vous voulez, les hypothèses là. Merci beaucoup, professeur Ngwa. Professeur Asongba, vous avez la parole. Toutes les excuses, mon micro était éteint. Merci aux organisateurs de cette conférence vidéo. Et je remercie le collègue qui m'a contacté
et qui me les a mis en contribution. Et nous sommes là, je suis disposé pour de nouvelles conférences. Et c'est une fierté pour moi que l'Académie Young et nigériane nous a identifiés pour être un panéliste, présenter nos résultats à toute fin utile. Je vous remercie, vous également, modérateur, ayant disposé de votre temps. C'était parti pour 1 heure. Pratiquement, nous sommes au temps de pratiquement 2 heures de temps déjà. Je ne veux pas me reprolonger la parole, je vous dis merci. Et s'il a une attestation qui peut être une dérivée, que cette attestation nous soit dérivée et envoyée dans nos différents mails. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir pris. Merci beaucoup, professeur Assongba. Merci, professeur Ngbo. Moi, c'est Dr. Victor Kalou. Je voudrais conclure ce panel, mais avant, je ne sais pas si le président de Nigerian Young Academy est là pour donner le mot de la fin avant que nous ne finissons définitivement cette conférence qui a porté sur la question de la pandémie de COVID-19 et la réponse de l'Afrique. Docteur, est-ce que vous êtes là? Je sais qu'il est directement traduit en anglais. Je ne voudrais pas plus prendre le risque de répéter ce que le collègue est en train de lui dire. Donc, si vous êtes là, on va vous donner la parole pour conclure ce panel avant de fermer définitivement. Est-ce que vous êtes là? Docteur Murtala Issa ou Docteur Charles Adetunji? Ou Docteur Mohamed Ibrahim, président de Nigerian Young Academy. Si vous êtes là, nous vous donnons la parole. Au docteur Isaac Animasson, je pense que je prononce bien. Yes, I can hear you clearly. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. We consider this to be a privilege to have you in our midst, and we really appreciate your responses. I mean, your presentations. It has been very wonderful. You've been able to help us to understand so many things. And then on behalf of the Academy, I would like to say thank you very much to both speakers and the moderator. Really appreciate your presentation and your contributions to the body of knowledge. And on this note, I would like to say thank you very much and then really appreciate you for everything. So thank you very much. OK. Merci beaucoup. Docteur Isaac, je crois que nous sommes à la fin donc de cette conférence qui nous a réunis sur la question de la pandémie de COVID-19 et la réponse donc de l'Afrique. Merci. Merci. Merci à tous les participants. Voilà, donc il a été demandé qu'il y ait un certificat, une attestation de communication à délivrer donc aux communicateurs, modérateurs aussi, pour faire valoir ça dans d'autres cadres. Donc, je crois que
la préoccupation est prise en compte. Les mails, les responsables ont les différents mails. Donc, ils vont le faire pour que chacun puisse avoir une preuve d'avoir fait une communication dans tel et dans tel cadre. Donc, merci beaucoup. Merci à nos deux communicateurs. Merci. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So it will help you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you very much. Okay. So see you soon. Bye bye. So we'll send you letters very soon. Okay. Okay. Thank you. Good. Okay. Good. Goodbye. Okay. Goodbye. Bye. 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 Oh, wow.